Bon, une vidéo qui est faite en réaction à l'injonction qui est faite aux enseignants de la part de leur ministre de lire, là, à la rentrée des vacances de la Toussaint, la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, aux institutrices, donc une injonction froide, hein, venue d'en haut. J'en ai déjà souvent parlé de cette nouvelle manière de piloter le travail des enseignants, qui sont habitués à ce genre d'exercice, puisque déjà, il y a que plusieurs années, on leur avait demandé de lire la lettre de Guy Môquet. Bon, je ne reviens pas sur cet aspect-là du travail enseignant, mais par contre, sur l'occasion offerte de lire la lettre de Jean Jaurès, hein, je propose qu'on la prenne comme un texte littéraire, hein, donc c'est-à-dire inscrit dans une histoire, dans une culture, parce qu'on ne peut pas lire cette lettre-là sans la resituer dans l'époque et dans la pensée de l'auteur. En fait, lire un texte littéraire, bien sûr, c'est une démarche qui est toujours interprétative. Je veux dire par là que le sens du texte n'est jamais donné de manière immédiate, il y a toujours de l'implicite. Et on ne peut pas lire lundi prochain le texte de Jean Jaurès en l'extrayant complètement de son contexte historique, de la vie de l'auteur ou de ses engagements politiques. Ça n'aurait pas de sens, y compris pédagogiquement parlant. Voilà. Et donc déjà, d'entrer dans cette lettre, Jaurès s'adresse aux institutrices, aux instituteurs, en leur disant, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Donc là, déjà, Jaurès, il parle, il touche à la fonction émancipatrice de l'école. Une école qui est faite par et pour le peuple, selon lui, hein, une école populaire. Je vais lire une citation d'ailleurs de Jaurès, lorsqu'il parle de l'école, Jaurès dit, je développe simplement cette pensée que le jour où les programmes seraient contrôlés par l'expérience même des enfants du peuple, le jour où les travailleurs pourraient dire ce qui les a le plus soutenus dans les combats de la vie, ce jour-là, nous aurions des programmes mieux adaptés aux exigences et nécessités de la vie quotidienne. Ainsi, vous inspirerez à l'éducation populaire non pas la pensée captive et refroidie de quelques fonctionnaires enclins au repos, vous voyez de qui il veut parler, mais l'âme ardente et libre du travail humain. Voilà, on peut reparler de la pensée de Jean Jaurès sur ce qu'il attend de l'école. Jaurès inscrit l'école, l'institution scolaire, toujours dans un rapport de force entre les classes sociales. Et donc peut-être que cette lettre, c'est déjà pour nous, les enseignants, devant les élèves ou peut-être dans la salle des profs, hein, de reparler de cette école-là, de cette école émancipatrice, mais aussi creuser des inégalités sociales et des inégalités scolaires, comme on pourrait relire les textes de Bourdieu ou plus récemment Enfance de classe de Bernard Lahire, pour permettre de remettre en contexte cette vision de l'école de Jean Jaurès. Dès le début de sa lettre, Jaurès dit aux instituteurs et institutrices, vous êtes responsables de la patrie. Hein. Peut-être que la lecture de cette lettre est l'occasion, entre collègues, avec les élèves, de parler de cette notion-là de patrie, de France, de nation, etc. À une époque où, aux heures de grande écoute sur les chaînes d'infos en continu, on n'arrête pas d'entendre parler qu'il faut, en ce moment même, hein, qu'il faut en finir avec le droit d'asile, que l'islam n'est pas compatible avec la République, etc. Tous ces commentateurs-là que Jaurès nommait les chacals du patriotisme rétrograde s'expriment, nos élèves entendent ces mots, nos collègues entendent ces mots, et cette lettre-là est l'occasion d'en reparler en remettant donc en contexte de l'époque, de ce Jaurès-là, jeune socialiste, à l'époque où il écrit la lettre, il est plutôt, on va dire, un socialiste républicain, pas objectivement révolutionnaire au sens internationaliste, lui préfère parler de nation, mais un socialiste dont il définit lui-même ce socialisme-là qui prend racine dans l'organisation ouvrière. Donc un Jaurès qui parle de la patrie, voilà ce qu'il en dit, hein, lui-même, il dit que la classe ouvrière défendra l'idée de la patrie, mais elle ne sera pas dupe de ceux qui essaient d'exploiter l'idée de patrie elle-même dans un intérêt de classe. Elle essaiera, par un incessant effort, de substituer à une patrie d'inégalité et de privilèges une patrie d'égalité qui s'harmonise avec les autres patries. Peut-être c'est l'occasion intéressante de parler de cette notion-là de patrie, de nation, de France, avec nos élèves au travers de la lettre de Jaurès, donc en la remettant dans son contexte et dans la bouche de ce socialiste qui parle là à la fin du 19e siècle. Et puis, on ne peut pas lire Jaurès sans rappeler qu'il est le fondateur du journal L'Humanité, surtout dans un contexte actuel de débat sur la question de la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Jaurès fonde le journal L'Humanité en se posant cette question de quelle liberté est-ce qu'on parle quand la presse appartient aux riches, aux capitalistes, aux dominants.
Dès le début de la fondation du Journal de l'Humanité, elle se fonde sur cette hypothèse-là que la liberté, elle nécessite, elle est corrélée avec l'indépendance financière. Et même quand le journal L'Humanité est en proie à des difficultés financières à ses débuts, Jaurès écrit: Il vaut mieux que nous disparissions si la vie est à ce prix, c'est-à-dire au prix de subventions privées, de subventions de politiques, notamment des politiques qui étaient proches du régime tsariste ou des publicistes de la Marine nationale, etc. Alors, Jaurès a refusé cet argent-là parce que ce qu'il disait sur la liberté de la presse, il disait, Jaurès, un journal n'est libre de son action nationale et internationale qu'à la condition de rejeter des subventions et des concours qui, pris en soi, pourraient apparaître innocents à des citoyens attentifs. Voilà une discussion intéressante qui pourrait naître de la lecture de la lettre de Jaurès, si on veut bien se rappeler que Jaurès est le fondateur du journal L'Humanité, en se posant la question aujourd'hui, quand on parle de liberté de la presse, de quelle presse parle-t-on quand l'ensemble de la presse nationale en France est aux mains de quelques groupes capitalistes, de quelques intérêts financiers des dominants. Voilà des questions intéressantes à se poser lundi matin. Et dans le contexte actuel, justement, de la lecture de cette lettre-là, on ne peut pas la lire en ignorant complètement la place qu'occupait Jaurès dans le combat pour la laïcité, dans le combat pour la construction d'une société laïque. Jaurès, lui, militait pour un service de l'instruction publique unifié, donc mécaniquement contre les congrégations religieuses. Et ce rapport de force-là est pas fini, il existe toujours. Donc peut-être qu'en salle des maîtres, par exemple, on peut rediscuter des lois Fallou, par exemple, qui ont pas été abolies en 1905, mais aussi des lois Debré de 59, ou encore des manifestations de 84 contre les lois Savary, qui ont vu la démission de Pierre Mauroy. Voilà. Toute cette histoire-là, elle est constitutive de notre école, et donc c'est l'occasion d'en parler en relisant Jaurès et sa vision d'une laïcité, d'un combat laïque pacifié quand même, parce que Jaurès était pour le respect mutuel des croyants et des non-croyants, disait-il, pour une laïcité de paix. Et quand il s'exprimait, il disait, je le cite, les rois et les empereurs ne travaillaient pas pour les nations, ils ne travaillaient que pour eux-mêmes. Et quand ils eurent affranchi leur pouvoir de l'Église, ils voulurent se servir de l'Église pour maintenir leur pouvoir sur les peuples. Ils comprirent que si les hommes pouvaient discuter en liberté des choses de la religion, alors ils discuteraient avec la même liberté des choses de la politique. Jaurès montre bien dans ses écrits et dans ses prises de parole politiques l'usage qui a été fait de la religion, des institutions religieuses, plus exactement, des églises, par le pouvoir pour se maintenir en place contre la vie des peuples et contre les intérêts du peuple. C'est peut-être de cette discussion-là qu'il faudra avoir avec nos élèves, avec nos collègues, lorsqu'on va parler de la laïcité lundi, parce qu'on lit la lettre de Jaurès et donc on remet en contexte les propos de Jaurès de son époque à une époque où se construisait la loi de 1905. Et puis, la lecture de la lettre de Jaurès nous permet, par exemple, d'ouvrir des débats aussi sur les points faibles, on va dire, de la pensée socialiste de l'époque. Quand il dit dans sa lettre, vos élèves, enfin, ils seront des hommes plus tard, vos élèves plus tard seront des hommes. Bon, gageons que dans nos classes, un élève sur deux plus tard sera une femme en réalité. Donc, on peut organiser des débats sur la question de la place de la femme à l'époque à l'Assemblée nationale. Quand Jaurès était député, c'est très simple, il n'y en avait pas des femmes. Voilà, il n'y en a pas eu, à ma connaissance, avant 1945. Et Jaurès lui-même s'est très peu exprimé sur le sujet. Je crois qu'il n'y a que deux articles, un qui s'appelle Les suffragettes et l'autre Le droit des femmes à l'égalité, dans lesquels Jaurès s'exprime sur cette question-là. Mais donc on peut le voir, en le voyant comme un point aveugle de la pensée progressiste de l'époque, on peut remettre la question de l'égalité homme-femme en contexte aujourd'hui. Jaurès disait quand même, partout donc, dans toutes les branches du travail humain, la femme assure la même fonction que l'homme. Elle devient de plus en plus, dans l'ordre économique, une personne identique à l'homme. Comment de cette identité d'existence et de fonction ne résulterait pas l'identité des droits et des revendications? Bon, on pourrait d'abord reparler de l'égalité salariale entre hommes et femmes à l'époque actuelle avec nos élèves, mais aussi sur les combats qui ont été menés par les progressistes à la fin du 19e et au début du 20e
pour l'égalité, notamment des femmes elles-mêmes, hein, lorsqu'elles se sont battues, elles se sont heurtées à quoi? Elles se sont heurtées à l'Église. Elles se sont heurtées au conservatisme de l'Église. Et on peut remettre ce rapport de force-là entre les combats pour l'égalité et le conservatisme religieux à l'époque actuelle. Par exemple, il y a quelques années, où quand dans l'école, la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait mis en place les ABC de l'égalité, par exemple, qui ont été abandonnés par son successeur une année après, sous pression des conservateurs. Voilà, ces débats-là peuvent être intéressants et la pensée de Jaurès ou la non-pensée de Jaurès sur cette question-là peut y apporter un éclairage aussi. Et puis, ce texte, cette lettre de Jean Jaurès, écrite en 88, c'est celle d'un jeune Jaurès, un jeune Jaurès en politique, qui n'est pas encore critique vis-à-vis du colonialisme. Il est fils de militaires qui ont participé, d'une grande famille de militaires d'ailleurs, hein, qui ont participé à de nombreuses batailles coloniales, notamment la bataille d'Alger. Et quand dans le texte, il parle de la civilisation, dans cette lettre aux instituteurs, aux institutrices, il faut aussi le remettre en contexte. Parce que Jaurès ne s'oppose pas encore à la colonisation à cette époque-là, et après il s'opposera plutôt à l'aspect économique de la colonisation, ou guerrier, mais peu à l'aspect civilisationnel, vous savez, de progrès de la civilisation. Donc à cette époque-là, Jaurès est sur les bases coloniales de Jules Ferry. En fait, c'est un républicain colonial à cette époque-là, avant de devenir un socialiste, et d'ailleurs dans un premier temps un socialiste colonialiste aussi. Donc en fait, il dit à cette époque-là, je le cite, quand nous prenons possession d'un pays, nous devons amener avec nous la gloire de la France et soyez sûrs qu'on lui fera bon accueil, car elle est pure autant que grande, toute pénétrée de justice et de bonté. Ça se discute ça quand même hein, avec nos élèves, avec nos collègues. Alors plus tard, c'est vrai qu'il deviendra plus anticolonial, en tout cas plus anti-impérialiste. Et, mais c'est plutôt au début du XXe siècle, à cette époque-là, où il écrit cette lettre, il s'oppose à Jules Guesde, il s'oppose à l'ensemble des mouvements anticoloniaux qui sont présents dans le mouvement ouvrier. Donc il faut relire cette lettre-là, il faut la lire aussi dans ce contexte-là historique et dans ce parti pris de l'époque, et des débats qu'il y avait à l'époque, mais aussi qu'il y a actuellement, d'autant qu'une partie non négligeable de nos élèves sont aussi des élèves issus de l'immigration postcoloniale et qui sont actuellement pointés du doigt. Donc je pense qu'il faut avoir aussi, en lisant cette lettre, ça à l'esprit et je dirais le courage ou l'honnêteté intellectuelle ou, voilà, ou la rigueur intellectuelle de remettre en contexte cette lettre-là aussi avec cette époque coloniale et des débats actuels qu'il y a sur l'immigration, etc. Donc voilà, ça fait beaucoup de sujets de conversation intéressants quand même hein, à partir de cette lettre de Jean Jaurès. Voilà, donc lundi, ben, la lettre de Jean Jaurès va être lue dans tous les établissements scolaires de France, j'imagine. Alors n'oublions pas qui il était, un député du côté du peuple, du côté de la classe ouvrière, un défenseur de l'école laïque faite par et pour le peuple, défenseur aussi d'une laïcité, mais d'une laïcité de paix, d'une presse réellement libre au sens dégagé des intérêts financiers. C'est un républicain socialiste dont la pensée politique a évolué aussi vers plus de respect des droits, notamment des femmes ou des peuples colonisés, qui sont donc des débats qui ne sont pas achevés, voilà, et qui méritent des débats qui méritent d'exister demain dans les salles de classe ou dans les salles de profs ou dans les salles des maîtres, voilà, ou pas. Hein. On peut aussi lire cette lettre comme sans explication. Voilà, on peut aussi se priver d'une occasion de penser et de faire penser les élèves, c'est sûr. Ouais, bon courage à tout le monde pour cette reprise.